Il joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins, les mots on néglige wallou. Ou les passés pour nous, mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas répayé tout les stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bienvenue dans votre émission du lundi. Bienvenue dans Papa Pas Génité. J'espère que vous allez bien. Je espère que chez les autres Kabats, pardon, ça commence bien. Ce n'est pas grave, les aléas du direct. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous voici dans votre émission parentalité, famille, relationnel. C'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à appeler le voisin, la voisine, le cousin, le tonton, la tati. On est tous concernés par le travail de Papa Pas Génité. Vous savez à qui je fonctionne? L'homme Jonathan Rosine. Ça y dit à tonton. Tranquille. Bonjour. Bonjour, très signe revendicatif. Ça tranquille. Un petit dossier. Comment va Ça va, tranquille. On est là, le week-end s'est bien passé? Oui, qui 12 TV dit tout dans moins déo. Déjà, ça va, on est là. Tout dans moins déo, mon bien, tranquille. En plus, aujourd'hui, c'est spécial pour moi. Il y a deux invités qui me tenaient à cœur. Yo présent là, yo là, et puis nous faisons là pendant des années, et puis là maintenant, être tous ensemble, c'est un grand plaisir. Donc, et toi Olivier, comment vas-tu? J'aime le double, tu es à Kabat. Tu es à Kabat? Tout en tu es à Kabat, c'est pour vivre. Ah ben tant mieux. On va faire la fête, nous là pour travailler, dans la bonne humeur, mais toujours consciencieusement. Et puis aussi une dédicace pour les amis de Facebook, les amis de YouTube, Insta aussi, pas Insta. Non, il n'y a pas Insta. Oui, bref. Mais le travail là qu'a fait tout le travail là qu'a fait aussi en France, Guyane, Guadeloupe, tout côté. Voilà, dans le monde entier. Nous on les place là. Voilà. Les place là. Ben, comme tu disais, oui, c'est un honneur pour nous de recevoir deux invités aujourd'hui qui ont travaillé avec nous longuement et puissamment. On s'est dit que ça devait être présent sur le plateau, c'était obligé. On a déjà discuté 20 fois, on a dit c'est pas possible que ces deux hommes-là ne soient pas présents. Je vous présente monsieur Hugo Rosine et monsieur Alain Timon Hildéral, tu vois, là je suis prêt là, tu vois, là je suis prêt. On va commencer par Alain parce que Hugo on te connaît déjà un petit peu. Oui. Il avait participé à la deuxième émission. Exact. Pour la parentalité malade. Et ça a fait quoi? Tu as marqué des gens, Hugues? Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de toi, tranquillement. Je ne vais pas te dire qu'elles t'ont pété, mais non, je déconne. Non, c'était très bien. Une très bonne émission, une dédicace aussi à Brice. La semaine dernière, il y avait Foxy. Il y avait Cathy et Inka. C'était très bon aussi. Relationnel hommes et femmes. Exactement. On avance, on progresse, on monte crescendo. Pourquoi ça? Nous allons monter crescendo. Monsieur Timon Hildéral, excusez-moi. Alain, ça vous fait, tonton? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là. Ça fait bizarre parce que l'émission évolue. Moi, j'ai connu l'émission en radio. Maintenant, on est à la TV. C'est priceless. Pour moi, c'est top. Première à la télé pour toi? Exactement. Ému, comment ça se passe? C'est impressionnant. Je vais pas te mentir que toutes les lumières, caméras, tout et tout, on se dit waouh, on a franchi un palier, tu vois. Okay. Mais ça c'est beau. Vous toujours belle. Merci. Toujours belle beau. Pas belle. Monsieur Hugo Rosine. Moi ça va, tout va bien, ça va comme il y a 2 semaines. Très bien. Un peu mieux peut-être. Et puis merci pour l'invitation messieurs. Et puis pareillement, je suis content de voir Alain que j'ai pas vu depuis un paquet de temps. Exactement. Donc je pense qu'on va essayer de faire une belle émission. On va pas essayer. D'accord. On va faire une belle émission, tranquille. Peut-être déjà bonjour messieurs dames qui nous regardez parce que j'étais un peu mal élevé sur le coup. J'ai dit bonjour qu'à vous. Donc bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Voilà. Nous déjà l'habitude. Je tiens aussi à préciser que là, nous sommes 4. Il y a 2 ans, on avait déjà fait une thématique sur la déconstruction familiale. Donc là, c'est un remake, mais là en télé. Entre-temps, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu un changement d'époque. Il y a eu aussi la période du Covid. Entre-temps, nous avons également évolué en tant qu'homme, en tant que père. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de la déconstruction familiale avec nos 2 invités. Et puis, nous là pour discuter. En fait, là, ils sont en mode invité. Voilà. Alors qu'il y a 2 ans, ils étaient animateurs. Et c'était très structuré. C'était un gros travail qu'ils avaient mis en place. Et aujourd'hui, on va justement le faire en mode 2022 avec les constats, etc. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je précise, je fais passer un message quand même à tous les hommes qui nous écoutent. Alors vous inquiétez pas, mesdames, je sais que vous écoutez aussi, mais c'est un message précis. Ce matin, une petite anecdote.
par rapport à la fête des pères. Il y a une remarque sur le groupe WhatsApp, un jeune homme qui a dit qu'il a hâte de voir ce qu'on va préparer pour la fête des pères, parce que dès que c'est pour la fête des mères, tout le monde est actif, et dès que c'est pour la fête des pères, ça bouge pas beaucoup. En fait, moi, le message, messieurs, c'est que c'est à nous de nous honorer, c'est à nous de prendre position, d'incarner nos propres rôles, et il n'est plus question d'attendre l'aval de qui que ce soit pour nous honorer. Donc, les premières personnes qui, selon moi, doivent agir, c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc, au lieu d'attendre que les gens bougent pour nous, c'est à nous de bouger. C'était le petit message du début de l'émission. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, messieurs. De toute façon, ça concerne même la thématique d'aujourd'hui. La déconstruction familiale. Je vais commencer par toi, Alain. Quand tu entends ce terme, déconstruction familiale, ça t'inspire quoi? Alors, d'emblée, quand j'entends déconstruction familiale, il y a bien sûr le mot déconstruction qui est pour moi pas exactement la même chose que la démolition, tu vois. Je veux bien appuyer dessus. Une déconstruction, c'est que c'est fait palier par palier. Déjà la première chose. Et la deuxième, concernant la famille, évidemment, je m'appuie sur le fait d'un schéma familial que nous avons plus ou moins tous en tête dans nos schémas occidentaux, c'est-à-dire père, mère, enfant. Comment chaque fois on essaie d'abord de casser le rôle du père. Je rentrerai plus dans les détails, mais en gros c'est le toit de la maison, on va dire ça comme ça. Et une fois qu'on a retiré le toit, là on commence à retirer le reste des murs, c'est-à-dire la mère, les enfants, les parents ne sont plus cités selon leur titre. On dit même plus maman et papa, on dit parent A, parent B. Ouais, voilà, tu vois. Dans le livret familial, effectivement. Exact. Oui, ce sont des choses qui montrent que voilà. On a d'abord cassé le rôle du père et ensuite on casse au fur et à mesure les autres membres de la famille. Ce qui fait que c'est un thème qui me tient à cœur pour la simple raison que c'est quelque chose d'insidieux. Tu vois, on ne se rend pas compte. D'année en année, on accepte des choses et pour moi c'est malheureux, mais il faut savoir être véatif. Excuse-moi Alain, avant que puisse continuer. Il y a aussi l'aspect la parentalité change. Il y a les familles monoparentales. Voilà. Les familles homoparentales aussi. Mm-hmm. Donc à partir de là, il y a une évolution aussi dans tout ça. Mais bon, on va en parler de ça aujourd'hui aussi. Tout à fait. Monsieur Hugues. Oui, monsieur Jonathan. Vas-y, continue. Oui, donc ce que je pense du thème. Voilà, il faut poser les questions. Alors, est-ce qu'Alain a très bien résumé la chose? Moi, je rajouterais peut-être, qui dit déconstruction, dit qu'il y avait déjà une première construction, déjà. Donc, il l'a dit aussi Alain, c'est cette construction-là, est-ce qu'elle nous convenait, est-ce qu'elle nous convient, est-ce qu'on l'a choisie, est-ce qu'on l'a subie? Voilà, ça c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis, qui dit déconstruction, va peut-être aussi dire reconstruction. Exact. Et dans déconstruction familiale aussi, voilà, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est règne de l'individu. Déconstruire la famille pour mettre des individus et plus des familles. Des choses qui sont plus faciles à maîtriser, des individus un à un, plutôt qu'un groupe soudé qui peut être une famille. Voilà. Donc on va continuer. Il y a 2 semaines, tu parlais aussi, est-ce que le modèle, est-ce que c'était sain? Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Voilà. Donc comme tu disais aussi, à savoir, est-ce que à travers cette déconstruction, on s'en va parler aussi aujourd'hui, à savoir, est-ce que la base... Voilà. C'est pour ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai bien dit, oui, il y a eu construction, mais est-ce que cette construction de la famille qui nous concerne nous, dans notre environnement afro-caribéen, est-ce que justement c'est quelque chose qu'on a choisi ou est-ce que c'est quelque chose qu'on subit? Et le temps faisant, justement, alors donc le même vocable de déconstruction, on peut l'entendre de façon positive, en se disant qu'on déconstruit quelque chose qu'on n'a pas choisi, voilà, et peut-être qui amène à une reconstruction, le travail que vous faites, les gars. Ou alors on peut aussi le voir que nous faisons. Oui, que nous faisons, mais bon, vous êtes les fers de lance. Non, les gars. On essaie. Et ça peut être aussi vu de façon positive, en se disant que on déconstruit quelque chose qui n'était pas bon, tout simplement. Okay, justement, si je vous dis constat 2022, de 2020 à 2022, par rapport au travail qu'on a fait en radio, par rapport à ce qu'on a fait, et aujourd'hui, est-ce que vous constatez une évolution dans la société, ne serait-ce que martiniquaise, en termes de reconstruction familiale? Alors, on ne va pas sauter des étapes, mais est-ce que les termes que vous utilisez il y a 2 ans sont toujours aussi présents ou pesants en 2022, concernant cette déconstruction? Excuse-moi, Olivier, j'ai même envie de rajouter, est-ce que les problèmes sont les mêmes aussi?
Si vous me permettez les gars, je commence. Tu es là, vous mon frère, fais comme chez toi. Franchement, il y a eu un changement qui est plutôt positif à l'échelle de la Martinique. Alors par contre, on va entrer dans certains débats, notamment le Covid, etc. Mais c'est très court. Je reste centré sur la famille. Lorsque le gouvernement a pris certaines décisions, on a pu constater qu'il y a eu, un refus par rapport à tout ce qui est vaccination et autres et compagnie. On a vu des familles faire bloc autour de leurs enfants lorsqu'on a parlé de vaccination, de masques aussi, et puis d'aller à l'école, etc. On a senti vraiment un frein qui était plutôt pas mal à ce niveau-là. Après, si je dois extrapoler un petit peu au niveau, on va dire international, je dirais plutôt que c'était le contraire. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que la Martinique a vu mieux que les autres, hein, mais en tout cas, il y a eu un choix de société qui a été fait. C'est-à-dire que la famille en Martinique a fait bloc, c'est niet, on ne touche pas à nos enfants, en gros, pour faire simple. Tandis que dans les autres pays beaucoup plus grands, même ne serait-ce que la France, ça a été à la base de parent A ou parent B. J'aime bien cette anecdote d'ailleurs, c'est pour ça que je la ressors. On n'est pas obligé d'avoir l'accord des deux parents pour pouvoir vacciner, etc. Tu vois. Donc, d'un côté, si on regarde stricto sensu avec une télévision, Internet, on se dit il y a un problème. Mais si on regarde chez nous-mêmes, je pense plutôt qu'on est plus dans une optique de on sait ce qui est important, La famille, c'est sacré. Voilà, c'est ça, merci. Je constate aussi, je parle de ça souvent avec Hugues, la Martinique, tout ce qui est caribéen, tout ce qui est tout, entre parenthèses, les DOM, on est un petit peu aussi avant-gardiste de ce qui peut se passer aussi. À savoir ce qui se passe actuellement, peut-être dans quelques années, peut-être qu'en France, ils vont faire davantage bloc. C'est-à-dire que on a été un exemple, Oui, à savoir que, on ne va pas revenir sur les votes aussi. Hein. Bon, là, on est dans une bonne... Pas seulement les votes, mon ami, on regarde les statuts. Des statuts en 2020. Exactement, voilà. Ça a commencé en Martinique et tout puis ça s'est poursuivi aux États-Unis, en Angleterre. Exactement, donc au Canada aussi. Au Canada aussi, donc ça a commencé d'ici. Exact. Donc pour beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses aussi. Parce que sur la partie spectacle, l'amusement, la musique, beaucoup de choses partent de la Caraïbe. Et notamment pour nous, pour la France, beaucoup de choses partent des Antilles. La mode, la façon de s'amuser, les rapports entre les gens. Moi, j'ai coutume de dire, avec Jonathan, on en parle assez souvent, je me rappelle, moi, dans les années 80, pour avoir grandi à région parisienne, il y avait que les Antillais qui étaient quasiment, parmi mes copains d'enfance, qui vivaient avec un seul parent, les familles monoparentales. Je voyais que les Turcs restaient en couple, Maliens restaient en couple. Il y avait quelques familles françaises, on n'en avait pas déjà beaucoup dans mon quartier, mais quelques qui pouvaient être séparés. Mais la majorité des gens qui vivaient de façon famille monoparentale, c'était des familles afro-antillaises. Et c'était les années 80. Et tu transposes tout ça 20-30 ans après, tout le monde vit comme nous. Se suffire de peu. C'est un thème que j'aime. Hein. Excusez-moi, peut-être une petite digression sur l'émission. Cool. Mais moi, j'appelle ça, c'est un chapitre que j'appellerais se suffire de peu. On nous a habitués à se suffire de pas grand-chose. En fait, nos parents, ils sont contents à partir du moment où on paye nos factures. La génération de nos parents, donc les baby-boomers, on va dire. À partir du moment où leurs enfants arrivent à payer leurs factures, n'en mettent pas de problème, arrivent à payer la traite de leur voiture, ils sont sauvés. Ça suffit. Il n'y a pas aller plus loin, entreprendre, avoir une entreprise, prospérer. C'est pas quelque chose, parce qu'au sortir de l'esclavage, qu'est-ce que tu cherches ? Manger, puis te protéger de la pluie. Et puis voilà. Parce que surtout le rapport au travail, pour nous, faut pas oublier que le rapport au travail, à cette époque-là, travailler, c'est pas s'enrichir ou faire prospérer sa famille, c'est enrichir l'autre. Travailler, ce n'est que enrichir l'autre. Donc c'est pour ça, on va dire antillais, fainéant, tout ça. Mais il faut voir de quelle forme de travail on parle et d'où ça vient tout ça, et ça nous amène à aujourd'hui. Donc là, avec tout le travail qui est fait, notamment par vous, par RVN, par KJN, tout ça, tout ce qui existe, nous là, tout ça. Il y a un travail qui fait, on voit vraiment que la société se bouge. Mais effectivement, au départ, c'est ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, par rapport à la famille, 30 ans après, on voit que tout le monde vit comme... j'ai l'impression que maintenant, tout le monde vit comme les Antillais vivaient dans les années 80. Voilà, c'est un peu mon constat. Peut-être que j'ai fait un très très grand raccourci. Non, mais c'est peut-être que les mêmes gens qui t'ont dit du bien de moi il y a 2 semaines, ils vont me tirer dessus cette fois, mais j'assume. Non, mais moi je vous dis, alors maintenant tu joues à Jonathan en 2022. De 2020 à 2022, est-ce que tu as senti une évolution, une élévation, une progression, une régression ? Non, mais Alain dit exact par rapport à ce que tu dis, par rapport au confinement. C'est vrai que j'ai senti une force. Déjà, il y a beaucoup de familles qui ont appris à se connaître.
Oui, déjà premièrement, les enfants connaissaient pas forcément, les parents ne connaissaient pas forcément leurs enfants, et même dans leur couple, ils se connaissaient pas forcément parce que ce sont, je dis, ils ont appris à se connaître parce qu'ils étaient H24 ensemble. Oui. Donc ça crée également, il y a eu un bloc qui s'est créé à partir de ça. Il y a eu aussi un rapprochement de la nature, un rapprochement à l'essentiel. Et donc oui, il y a une évolution par rapport à ça. Il y a une grande évolution par rapport aux mentalités. Les gens font moins attention au superflu, font plus attention, comme je disais, à l'essentiel. Et puis, les gens qui mettent colo dans la nature, à s'occuper de leurs enfants, à regarder ce que les enfants apprécient. Donc oui, il y a une évolution pour moi par rapport à entre 2020 et 2022. Moi, et toi, Olivier? Pour moi, en fait, il y a eu un peu de tout. Alors effectivement, tout ce que vous avez cité, c'est palpable, c'est visible. Effectivement, moi, je suis content de mon peuple en fait. Je suis content de mon peuple parce que on a pris position. On a souvent ce réflexe de toujours nous tirer des balles dans les pieds. Mais j'avoue qu'en 2 ans quand même, on a quand même pris position clairement sur certaines situations. Moi, je vous dis en 2 ans, de 2020 à 2022, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui en Martinique, et pour représenter tout le monde, il y a une émission sur la parentalité, ça va faire peut-être un peu péteux, mais je vais le dire quand même. Il y a une émission 100% parentalité à la télé aujourd'hui, sur Zouk TV. C'est nous, Papa Génité, d'accord? Ça n'existe nulle part. Oui, ok? C'est vrai. Je le dis franchement. À la radio, il y a un espace sur la parentalité, c'est nous, Papa Génité. C'est pas pour vous dire que c'est nous spécialement, mais c'est pour vous dire que le travail, depuis 2 ans, il est acharné en fait, sur une élévation des consciences. On en fait partie en fait, en grand. Oui, c'est pour ça que je vous dis, messieurs, je vous dis merci là. C'est le début de l'émission, je vous dis déjà merci. Parce que vous avez contribué, vous contribuez franchement au bien-être de la société. C'est très important de le dire. Aujourd'hui, c'est la Martinique qui a ça. C'est la Martinique qui a ça, les gars. La PAPAM, Association des pères martiniquais, parentalité égaliste, un mouvement qui est pour l'égalité, pour l'égalité des parents en termes de justice. Les cercles d'hommes, tout ça c'est chez nous. Tout ça c'est chez nous en 2 ans. Ouais. Faut quand même que les gens constatent ça. Alors il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant, mais nous on les informe et de toute façon on invitera chacun de ces facteurs. Mais aujourd'hui c'est de la Martinique pour moi. En nous comptant dans l'histoire, la Martinique commence je mets des guillemets, mais la Martinique grandit. Et là, on se réapproprie nos valeurs, on se réapproprie une identité cherchée depuis longtemps. Aujourd'hui, on s'affirme. Si on a pris position, comme vous disiez, pour les vaccins, masques, etc., se rebeller un peu ou affirmer un nom qui peut être définitif. Aujourd'hui, je dis pas on n'a pas inventé la chose, mais par contre, aujourd'hui, on s'affirme devant, on prend de la place. En proposition. On a besoin de se sentir chez nous et on impose notre présence chez nous. Il faut que les gens à l'extérieur arrivent à se dire, bon là on va chez les Martiniquais, par exemple. Quand on arrive dans l'aéroport, on sait chez qui on est arrivé. Avant, c'était juste des publicités de portables qu'il y avait à l'aéroport, etc. Aujourd'hui, les gens voient autrement. Les repères sont plus forcément les mêmes, en fait. Justement, Olivier, je voulais juste rajouter pour aller dans ton sens. Vous pouvez poser des questions au cas où, si vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Tu sais, tellement tu as raison dans ce que tu viens de dire, ça me fait toujours rigoler quand je regarde les médias nationaux, tu vois. Pendant plusieurs années, tu entends la Martinique en reportage de temps en temps, soit c'est une espèce de publi-reportage pour dire les cocotiers, etc. Exact. Et puis depuis ces 2 ans précisément, tu as eu pour le carnaval de 2021, il y a eu un reportage, tu as eu le fameux vote récemment pour... Oui, on sait déjà qui. On marque le coup chaque année. Exactement. Au fur et à mesure, les médias nationaux commencent à se dire « Ah tiens, la Martinique a une dissonance par rapport aux autres. C'est jamais la même chose que les autres. » Même vis-à-vis de la Guadeloupe, on sent vraiment qu'il y a un traitement qui commence à être à part. Alors bien sûr, les médias sont tous sauf partiaux à ce niveau-là. Ils ont toujours un parti pris. Mais en tout cas, la Martinique se fait entendre avec une voix dissonante, tu vois. Et ça, c'est agréable parce qu'on se dit, tiens, il y a un peuple martiniquais qui émerge et qui a une façon de penser qui n'est pas la même qu'on voudrait. Et on travaille pour tout le monde. Et qui n'est pas juste le coq de la basse-cour aussi. C'est ça. Voilà, qui est là, qui s'occupe de ses enfants et qui fait le nécessaire. Voilà. En termes de relationnel aussi, je vais vous dire. Alors, bien sûr, qu'on soit bien d'accord, je suis pas là pour dire c'est pas Papa Génité qui a tout fait. C'est pas ça que je dis. Non, pas du tout. Non, mais je parle aux téléspectateurs, je sais que vous avez compris, vous. Il n'y a pas de problème. Mais je préfère préciser parce que des fois, ça part vite, ça dérive
dérive vite dans d'autres chemins. Il y a quelque chose, tout simplement. Hein. Moi, je t'écoute là et je pense à Fanon. Voilà, chaque génération donne relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Les derniers de la Terre ou bon, c'est pas je sais même pas c'est dans lequel ça. Bon, en tout cas, c'est Fanon qui dit ça. Et là, ce qu'on fait et ce que font beaucoup d'associations, même des associations, on va dire informelles, qui ne sont pas déclarées ou quoi, ou des groupes de personnes, des mouvements, je vois que pour notre génération, quoi. On est dedans, quoi. Oui, voilà, la parentalité, c'est un des pieds de la chaise à 4 pieds. Ben, peut-être il y a aussi ce qui peut se passer à Tivoli, c'est sur l'alimentation. Ce qui peut se passer sur les revendications devant le tribunal, bien souvent, c'est le 3e pied. Et puis voilà, il y a même sur les réseaux. Et puis comme ça, nos enfants pourront bien s'asseoir. Quand les 4 pieds seront bien ancrés et tout ça, et c'est ce qui est en train de se faire. Et ben voilà, nos enfants auront une belle place pour s'asseoir. Ils auront le trône. Et même le relationnel homme-femme. On travaille dessus depuis un petit moment. Moi, je discute de plus en plus avec des hommes et des femmes où je trouve que les conversations ont pris... alors, je vais dire à mon échelle, parce que peut-être que je parlais que des mêmes choses et du coup, je ne m'élevais pas. Mais depuis tout cet essor, en fait, les conversations ont pris un autre level, un autre niveau. Et j'apprends beaucoup, en fait. J'apprends beaucoup de tout ce que j'entends. Ce matin encore, j'étais à la rivière avec une amie, on discutait tranquillement. C'était puissant. C'était aussi puissant qu'à la rivière. Enfin bon, bref, je me comprends quand je dis ça, mais ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de se sentir bien. Voilà. On bosse sur notre bien-être, en fait. Et quand les gens viennent nous attaquer, on se défend. On est en légitime défense, on le fait de différentes manières, mais tout ça, ça nous fortifie en fait. Ça nous fortifie parce que ça crée des débats, ça crée des contradictions, mais en fait, on crève des tabous, on brise des tabous, on ose s'exprimer, on ose s'exposer, et ça, c'est super important dans la société aujourd'hui, en 2022. C'est super important. Et comme tu disais, demain, en espérant que ce soit nos enfants qui soient sur le trône. Exactement. Donc, le trône, ou en tout cas qu'ils soient bien assis, puisque c'est pas non plus, on n'est pas non plus un peuple. C'est une analyse que je fais aussi, le peuple afro-caribéen. Moi, je suis un peu plus sur la Martinique. Bon, on va pas commencer, vous savez très bien mes positions. Oui, je préfère parler de mon peuple afro-caribéen, tu vois, afro-caribéen sous la domination française, on va dire. Notre peuple, oui, on monte, mais est-ce que c'est monter pour être plus haut que l'autre, pour écraser l'autre? On n'est pas des gens comme ça. Non, c'est pas le même souvent, combat. Nous, c'est l'amour qui nous va. On a déjà vu qu'est-ce que ça fait la haine, qu'est-ce que ça fait la violence, ce que peut faire l'envie, la jalousie. On connaît déjà tous les mauvais pendants de ces choses-là. On est concentré sur nous-mêmes, en fait. Et quand on arrive à voir qu'on le fait avec, et puis l'amour entier à nous, les choses, elles sont là. Donc, tout c'est clair. On va mettre tout le monde à la même hauteur que nous, et puis sans problème. Moi, je suis focalisé sur nous-mêmes, c'est tout. Richesse pays, c'est nous-mêmes, on ne va pas changer rien, je la connais. Mais quand on parle de la déconstruction familiale, pour revenir encore sur la thématique d'aujourd'hui... Tu as voulu nous recadrer là. Non, c'est pas ça. Non, le truc, c'est que... Non, parce que j'entends beaucoup de positivité, tant mieux. Hein. J'entends beaucoup de reconstruction, tant mieux aussi. Hein. Mais à savoir s'il y a quand même une déconstruction. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire on est au début. Enfin, non, tu peux parler, excuse-moi. Non, vas-y. Non, tu as raison. De toute façon, on est dans un système de consommation à outrance. Et, capitalisme. Oui, capitalisme, exact. Ce qui fait que forcément, qui dit capitalisme, pas très loin, caché, il y a l'individualisme, comme disait Hugo tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui peuvent séparer les gens. Ne serait-ce qu'en Martinique, on peut parler du problème d'héritage, de terrain, des choses comme ça, ou bien de rapports financiers. Ça sépare les gens très rapidement. On a parlé du contexte, certes, le Covid, mais le Covid n'a fait que révéler les faiblesses des personnes. Là où je veux en venir, c'est que ne serait-ce que sur le sujet du Covid, entre ceux qui disent déjà le ou la Covid, bon ça c'est une petite blague, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Bon, là, c'est autre chose. Non mais justement, ça a séparé les familles. Oui. On n'a même pas besoin d'entrer de parler du Covid, mais ce que je veux dire c'est que ce sont des choses qui ont séparé les familles. Je regarde aussi en Martinique, le débat politique, faut se lever de bonheur. Hein. Si d'un côté tu es plus on va pas citer de nom pour ne pas déranger, mais voilà, si tu es plus Serge L ou bien Alfred 1, tu vois ce que je veux dire, ça aussi ce sont
sont des choses qui séparent les gens très facilement. Et ces dernières années, j'ai trouvé que le débat est devenu très très dur, dans le sens où des membres d'une famille qui sont pour deux bords politiques différents, ça fait des cassures tout simplement. Carrément. Ah oui. Si, j'ai déjà vu, excuse-moi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont confirmé ça, que maintenant telle cousine pas parler, tel cousin. Exact, tout à fait. Parce qu'ils se sont embrouillés, ils se sont vraiment embrouillés pour ça en fait. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est... Après, je pense que aussi dans notre manière de communiquer, des fois on est un peu dur avec nous-mêmes. On est souvent dur avec nos proches. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va y avoir un débat, mais quand toi tu défends ta position, je défends ma position. Je vais peut-être avoir un mot qui va t'agresser, du coup tu vas m'agresser, et en fait on se divise bêtement, mais en fait on représente toujours la même famille, donc à un moment donné il va falloir se poser, calmer les choses. Mais Alain, tu parlais de capitalisme. Oui. Pour toi, est-ce que le capitalisme est pour la famille? Toi aussi, Hugues, et toi aussi Olivier, est-ce que le capitalisme... Toi aussi Jonathan. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le capitalisme est un fervent supporter de la famille? Alors, je vais répondre sans trop de nuances, et puis après je vais ajouter de la nuance, mais je vais faire rapidement. Clairement non. Le capitalisme n'a aucun intérêt à ce que la famille reste soudée, puisque une famille, c'est plusieurs individus qui sont reliés par le nom, le sang, les souvenirs, tout ce que tu veux, etc. Une famille peut dire non. Alors, quand je dis non, à un achat ou quelque chose, alors que plusieurs individus, c'est plus intéressant. Ça a plus de maisons, plus de voitures, plus de vêtements, plus d'achats impulsifs, tu vois ce que je veux dire? Mieux vaut avoir 4 personnes séparées qui sont des acheteurs potentiels plutôt qu'une famille qui va faire un achat groupé, tu vois ce que je veux dire? Réfléchir ensemble, qui vont se concerter, qui vont discuter. Effectivement, le capitalisme, c'est... L'arme du capitalisme, c'est l'individualisalisme. Une de ses armes, c'est ça, ça sert. Bon, on n'a qu'à le voir. Hein, j'ai entendu une expression ce matin en radio. J'ai du mal, excusez-moi. Donc, c'est juste pour dire, la personne parlait du fait qu'on est une personne dans une voiture. Il y avait un mot pour ça. Et j'ai trouvé l'expression pas mal. Et effectivement, sur les routes en Martinique, on peut voir 2 voisins, même 2 frères et sœurs qui vont presque dans la même direction. Exact. Et pour pas faire le petit détour de 5 minutes, chacun va prendre sa voiture. Et à qui profite tout ça? Ceux qui vendent de l'essence, ceux qui vendent des voitures, ceux qui... Voilà, donc ça va pas changer. Ça ne va pas changer tant que c'est ça. Exact. Ils ne vont pas faire en sorte que... Voilà, non, plus clairement, ils ne vont pas faire en sorte que ça change, puisque ça sert leur intérêt. Voilà, clairement. Parce que quand on parle d'individus, par exemple, sous les gardes alternés, donc imaginons qu'il y a un enfant qui vit 2 semaines ou 1 semaine chez le père et vice-versa chez la mère, chez le père, il aura pour la même école, il aura les polos chez la maman. S'il en a 5 chez la maman, il en aura 5 chez le papa. C'est ça. Donc ça fait 10 polos pour un seul enfant. Exact. Très intéressant pour celui qui vend des dots. Tout à fait. Et les jeans qui vont avec aussi, les chaussures. Et je ne vais même pas rentrer dans le débat des pourquoi des polos pour aller à l'école. J'espère qu'un jour on en parlera un jour. On va faire une thématique là-dessus parce que, bon, je vous le dis vite fait. Vas-y. À mon sens, ça enrichit une vingtaine de personnes de septembre à octobre et ils sont un beurre de malade et ils vivent dessus toute l'année. Hein, les vendeurs de polos. Moi, c'est ce que je pense. Après, je sais qu'on a, on en parlera. On a des avis différents. On parlera de ça une prochaine fois. On en parlera. Tu veux rajouter quelque chose, Rapidement, juste pour dire qu'au niveau du capitalisme, il ne faut pas oublier que l'idéal pour lui, enfin le système, c'est d'avoir des gens qui pensent peu. Et là aussi, la famille, c'est un endroit où on pense. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il y a des valeurs, il y a ne serait-ce que juste les repas familiaux, juste cette simple... Manger à table. Exactement. Ça structure des individus. Et ça, le capitalisme n'en veut pas. Parce qu'à un moment donné, ça va être, par exemple, bon, c'est cliché, mais ça existe. Maman ou papa qui fait le repas le dimanche, etc. C'est autant de personnes qui ne vont pas aller au McDo, au resto ou n'importe quel endroit de ce genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. C'est des valeurs qui sont autour d'une table, etc. Ce sont des gens qui ne vont pas prendre leur voiture pour aller se déplacer, chercher la nourriture. Et même pour aller plus loin, même sans se déplacer, c'est 2-3 enfants qui vont pas ouvrir chacun le frigo pour regarder ce qu'ils veulent manger individuellement. Exactement. Selon leur goût. Il y a le repas que la famille a choisi, que papa ou maman a choisi, et c'est tout. Alors que sinon, ça ouvre le frigo. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah non, moi je préfère le ketchup. Moi je préfère. Voilà. Non, mais c'est super important ce que vous dites. Hein. Je trouve ça. En fait, vous êtes concis, messieurs. Félicitations. Alain est parmi nous. Ce gars-là doit faire de la télé. Moi, je l'ai toujours dit depuis la première émission. Je dis ce gars-là doit faire de la télé. Tous les 4 ensemble. Je me rappelle, Hugues, en 2020, tu mettais en avant le fait que l'époque où les femmes ont commencé à travailler aussi. À aller à partir au travail, ça aussi ça a changé, ça a modifié une dynamique vu qu'elle aussi s'investissait dans le financier, on va dire.
Et ça a un peu délaissé. Enfin, à l'époque, on estimait que ça délaissait un peu. Mais si. Je n'allais pas mentir sur toi. Je te dis juste que. Je dis juste que le fait que les femmes ont commencé à aller travailler, ça a forcément changé la dynamique du foyer parce que des fois, il fallait partir à 6h du matin pour rentrer à 19h le soir. Et les enfants. Enfin, l'éducation qui était gérée en général, je dis bien, par les femmes. Pour bien des foyers, eh ben ça un peu ont été perturbés en fait. L'éducation a été perturbée. Je me rappelle un peu de cette conversation-là. J'étais plus sur justement la malléabilité des gens. Le fait que je prends l'exemple des caissières. Voilà, je me rappelle. Ça fait 2 ans. Tu m'as remis 2 ans de souvenirs. Je vous ai dit les gars, corrélation 2020-2022. Voilà, oui, effectivement, il y a dans certains emplois, le fait qu'on puisse dire à quelqu'un, viens travailler de telle heure à telle heure parce que là il y a des clients, mais à telle heure il n'y a pas de clients, rentre chez toi. Mais peut-être que l'heure où on lui demande de venir travailler, c'est l'heure où elle devrait être chez elle, à pouvoir justement gérer ses enfants, le repas de midi de ses enfants, et puis justement avoir un temps de parole, faire famille justement à ce moment-là. Non, là il y a beaucoup de clients dans le supermarché, il faut qu'elle vienne la caissière. Par contre, on veut dire de 14h à 16h, tu bosses pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Mais à 16h, quand les enfants sortent de l'école et que le commerce reprend, on va leur demander de revenir. Donc c'est les gens deviennent des objets du capitalisme et du commerce, quoi, à un certain moment. Je me rappelle de... Tu vois, c'est pour ça. Alors bien sûr, je dis à tout le monde, je suis pas en train de vous dire c'est la femme qui... C'est pas ça. C'est qu'à une époque, les femmes n'étaient pas au travail. T'as essayé qu'on m'attaque. T'as essayé. Non, pas du tout. Mais justement, tu as démontré ta valeur, justement. On gagne un point, on va nous savoir ça. Ok, criez-moi, il faudra négocier. Non, il n'y a pas de souci, on se comprend. Non, mais c'est pour dire que effectivement, le système impose une cadence. Et on fait partie du système, on est la société. Et des fois, on se laisse absorber par cette cadence. Et malheureusement, en se laissant absorber par cette cadence, on perd du temps. On a du mal à retrouver le temps qu'on aurait aimé avoir pour justement la famille. Et aujourd'hui, il y a les nouveaux outils aussi, il ne faut pas oublier. Il y a le portable. Le portable est rentré dans le foyer. Avant, c'était un téléphone. On le rappelait dans une émission. C'était un seul téléphone dans le foyer. C'est pas tout le monde qui était ni droit. Touche les téléphones. Un cadenas. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Moi, j'ai vu des enfants, on leur parle et limite, ils t'entendent pas. Ou sinon, c'est ouais, tout à l'heure. Tu vois, il y a de nouveaux codes, de nouveaux réflexes. Il y a une déconcentration ambiante qui fait que la famille perd un peu de son essence. Mais tout est fait pour ça. Moi, je pense par exemple à certains mots que j'entends, polyamoureux. On promotionne tout ce qui va faire qu'on ne fera plus famille. J'ai l'impression que l'époque aussi, là je parle plus globalement, je ne parle pas à l'échelle de la Martinique forcément, qu'on va vraiment faire en sorte que on va faire croire aux gens que d'être sa singularité, d'être un individu et c'est le top. Unique. C'est le top. Comme si, donc on va pas dire la famille c'est pas bon, mais on va dire être un individu c'est bien. En bas-feuille, ça veut dire la famille c'est. T'as pas tellement besoin de rester là, quoi. T'as pas vraiment besoin de la famille, tu vois. Donc le jeu il est comme ça, le jeu il est comme ça. Le vocabulaire utilisé, les émissions de télé. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais même l'image des papas. L'image des papas. Même l'image des papas. Tout à l'heure on parlait de la femme qui va travailler. Mais il y a aussi, à l'époque, il y avait aussi la l'oisiveté des hommes aussi. À cette époque-là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui... Non, c'était pas le même rôle. Le père était là pour travailler, pour faire rentrer l'argent. Donc, au niveau de l'éducation, son travail était au minima par rapport à sa famille aussi. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même. Je vais faire une petite nuance par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Parce que le travail des femmes et tout ça, mais maintenant pour revenir, on va se recentrer sur nous. Dans notre société, le travail des femmes, il a toujours existé. Ça a été, je pense, j'ai pas. Quand tu dis le travail des femmes, c'est-à-dire le travail salarié des femmes, aller travailler, les amarreuses et tout ça dans la canne. Si t'étais pas une famille de, moi je prends les récits de nos familles, ce que je connais. Mais si t'étais pas un peu privilégié, limite petit bourgeois, que t'habitais pas dans le bourg, mais toutes les femmes elles avaient travaillé, il y avait pas de, je sais pas, on va prendre un film comme La Rue Cazeneuve. T'as vu qu'il y avait une femme qui restait, les enfants restaient là.
mais tout le monde allait travailler. Il y avait les amarreuses, il y avait ci, il y avait ça. Il y avait sur le port, portait le charbon. Il y avait celle qui allait jeter sur le canal Levasseur les latrines, tout ça pour petits bourgeois. Il y a toujours eu ça dans notre société. Nous, afro-martiniquaise, on n'a pas connu le truc de la femme au foyer. À la maison que la femme au foyer, ça c'est peut-être... Mais ça s'est développé alors. Ça s'est développé peut-être après. Peut-être avec le fonctionnariat, les 40% de vie chère, années 80. Les allocations. Voilà, certaines choses. Bon, après, non, mais pour dire, le fait quand c'est choisi, toi, le fait de dire, d'accord. Bon, arrête de travailler, reste à la maison, toi, que ce soit un consensus entre l'homme et la femme dans la famille, c'est que l'homme a suffisamment de revenus. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient dire qu'il y avait tellement d'argent en temps, je sais pas moi, sorti de l'esclavage, temps au baie, tout ça, tout le 20e siècle. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de familles antillaises qui pouvaient se permettre de dire « Oh non, c'est bon, mon salaire suffit, chérie, reste à la maison, fais-toi des ongles. » Excusez-moi pour le cliché, mesdames. Et si on vous dit, si je vous dis en 2022 la déconstruction, donnez-moi, alors on a cité quelques exemples, mais qu'est-ce qui vous marque le plus? Par exemple, si vous estimez que la déconstruction elle est toujours présente, nous sommes d'accord en 2022? Oui. Ok. Cite-moi un exemple qui t'a marqué. Un exemple qui m'a marqué. On va faire juste un petit tour de table. Alors c'est vrai que j'ai pour l'instant que le Covid en tête, mais... ça peut être un exemple. Oui, pour moi c'est ça, le Covid. C'est-à-dire diviser les familles. Ah oui, okay. Je le maintiens. Toi, Jonathan. Malin, on va réfléchir sur ça. Ah oui, je réfléchis un petit peu quand même. C'est quoi encore ta question? Je te demande, donne-moi un exemple de déconstruction qui te rappelle la déconstruction familiale, mais un exemple en 2022. Quelque chose qui est toujours là en fait. Quelque chose qui est toujours là encore en 2022. Tout ce que... Je sais pas, moi je vois le côté, tout ce qui est extrême, tout ce qui est ultra-féminisme, tu vois, tout ce qui est ultra. C'est-à-dire que le côté, pour nous diviser, le côté, diviser entre l'homme et la femme. Tu es en train de dire que le côté ultra, d'accord. Ultra. Non, je ne peux pas. Non, le côté extrême. Non, je parle pas. Non. Le côté genre, je ne sais pas s'il y en a, mais genre le côté je suis contre les hommes ou bien d'autres personnes contre les femmes, voilà. Okay. À savoir que la division est toujours là. La division, oui, je trouve. Et toi, Hugues? Moi, je vais parler peut-être les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, l'avènement des nouvelles technologies fait que... Et c'est même plus une histoire d'homme-femme, c'est vraiment au sein de la famille, et les enfants aussi, quoi. Tu as cité l'exemple tout à l'heure, hein, chacun sur son portable, tu vois 4 personnes dans un salon, ou alors même cousin-cousine. Moi, je vois un exemple tout simple. Hein. Lorsqu'on était petits, quand mon petit cousin Jonathan, banquet familial ou quoi, tous les cousins, cousines, on est ensemble, on joue, peut-être par classe d'âge, tu vois, peut-être je vais pas jouer avec ma petite cousine de 2 ans, j'ai 12 ans, mais je joue avec mon petit cousin, voilà. Maintenant, tu vois la même scène dans une famille, tu mets 8 enfants dans une pièce, 8 sur des portables et des tablettes, il n'y a quand même pas aller en tuyau. C'est silencieux, hein. Pour moi, t'as le calme. Mais c'est laid. Quand tu regardes, tu te dis c'est laid, comment ça, vous parlez pas entre vous, quoi. Et ils sont pas fâchés, tu crois qu'ils sont fâchés. En tant que parent, tu vas essayer de dire mais qu'est-ce qui se passe alors quand mon fils va rencontrer le fils de Jonathan, voilà, nous sommes cousins, mais je vais dire mais comment ça, Ruben ne parle pas pour Curtis, nous-mêmes ça peut nous inquiéter. Mais eux ça les inquiète pas, ils ont pas de problème entre eux, c'est normal. Laisse-moi t'interrompre, mais tu as dit quelque chose quand même que je trouve qui est quand même intéressant, tu as parlé de calme. Donc on imagine une scène où il y a toute la famille réunie, et là aujourd'hui en 2022 tu vois des enfants tous dans un portable, et ça amène le calme. Et moi, en fait, j'allais te dire, mais est-ce que c'est pas la faute des parents? Mais tu as amené ce mot-là, le calme. Et est-ce que c'est pas ce calme-là, est-ce que il sert ou il dessert? Et moi, tu peux l'opposer à la vie. Ce calme-là, c'est un calme, il est mortifère presque. Hein. Il est opposé à la vie, parce que des enfants ensemble, ça fait du bruit. Des enfants ensemble qui sont plusieurs, 5-6 enfants ensemble, ça bouge, ça chamaille, ça se plaint, ça vient voir tonton, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Là, il n'y a plus ça. Là, il y a chacun dans son portable ou dans sa tablette. Et il ne peut même pas aller comme ça. Il peut même se parler, communiquer, tu vois. À travers la table. On l'a dit de toute façon. Moi, je trouve que c'est pas très joli, quoi. On l'a dit, l'individu. Voilà, mais c'est ça revient encore sur l'individu. Oui, donc si dans la famille, une fête familiale, et puis ils sont tous dans le même canapé, sous le canapé, et puis à savoir qu'il y a celui-là qui a son portable,
Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça va donner par la suite, tu vois? Oui, mais est-ce que c'est pas là? Mais dans ce cas-là, à un moment donné, il faut parler aux adultes. Ah oui, non, mais tu m'as donné un exemple. Je parle de tout le monde. À un moment donné, il faut se questionner sur les adultes. Parce que si aujourd'hui ça a disparu, effectivement, ok, on a le calme, mais on n'a pas la vie familiale, on n'a pas l'ambiance familiale, l'atmosphère familiale. Mais là, pour moi, c'est pas l'enfant le problème. Alors, vous avez pas dit que c'était l'enfant le problème, hein. Mais ces tablettes, ces téléphones, ils sont arrivés, ces outils sont arrivés dans leurs mains par le biais des parents. Qui les ont achetés. Donc, à un moment donné, est-ce que les parents se sentent coupables ou on se cache derrière un calme, comme tu dis, qu'ils n'ont pas dans la semaine, par exemple? Sur le portable, par exemple, je fais une petite parenthèse sur le portable. D'un côté, on est tous contents, on a des enfants, on est contents qu'ils aient des portables parce que voilà, selon la distance, si on vit avec ou pas, s'ils vont au lycée, s'ils partent tôt le matin et rentrent tard le soir. Donc on est contents. On se sent presque en sécurité, nous. Tu vois, si t'arrives pas à joindre ton fils, presque t'es en panique. Tu dis, comment ça fait 4 fois, normalement il a fini les cours, j'arrive pas à le joindre. On est plus en arrière, est-ce qu'on est content? Comment? Mais on a pris cette habitude, voilà. D'accord. Je vais peut-être parler comme ça. On a pris cette habitude. Okay. Et une habitude, moi je vois, par exemple, je fais une parenthèse dans la parenthèse, excuse-moi là. Mon fils a maté quelques cours, quelques cette année. J'ai dû faire pareil mon année de terminale aussi. Mais sauf que moi, je suis au courant tout de suite. Mes parents étaient au courant à la fin du trimestre, quand ils recevaient le bulletin, le nombre d'absents. Moi, je suis au courant là, il sonne voilà, j'ai l'alerte tout de suite, il n'est pas en cours. Donc, moi, des petits bougas, comme ça, tu vois. Et d'un autre côté, par rapport à ma fille, bon, j'ai moins de soucis, mais bon, j'aime savoir où est ma fille. Ah, ben, elle n'est pas en danger. Mais est-ce qu'il y a 20 ans, ma petite sœur, est-ce que mes parents savaient exactement où elle était à tout instant? Non, je comprends. Donc on s'est mis aussi une certaine pression. Donc pour revenir au portable, d'un certain point de vue, on a même acheté le bâton pour nous battre pour les situations familiales où justement les enfants vont rester chacun sur leur portable sans jamais discuter entre eux. Et on peut se demander qu'est-ce que ça va donner. Voilà, par exemple avec Jonathan, on a de très bons rapports depuis des années. Tu vois, est-ce que nos enfants auront d'aussi bons rapports avec leurs cousins qu'on peut avoir, compte tenu du fait qu'il y a eu toute cette histoire de portable et que justement leur relation, voilà, ma fille elle a des amis partout sur la terre et elle a des cousines ici qu'elle connaît à peine. Je laisse Alain parler puis je vais revenir par rapport à ce que tu as dit, Hugues. Alors, juste une petite aparté par rapport à ce que Hugues vient de dire. Je te rejoins totalement et il faut juste, pour les téléspectateurs qui nous regardent, accorder l'idée que les technologies sont associées avec le côté instantané. Je vois par exemple WhatsApp que nous tous connaissons, même ceux qui n'ont pas de portable connaissent ce logiciel ne serait-ce que de nom. Il apporte l'instantanéité et ça c'est un gros problème parce que déjà ne serait-ce que pour joindre quelqu'un, ça change le rapport qu'on a à l'autre. Avant on passait un coup de fil, la personne ne décroche pas. Avant il n'y avait pas de répondeur, ensuite il y a eu des répondeurs, tu laissais des messages, etc. Maintenant le fait de ne pas répondre ou lire les messages tout de suite et on est au courant. Tu te sens tu vois, à un moment tu le prends mal, tu vois. Tu te sens insulté. Ça touche à l'ego, tu vois. Alors que tu vois que la personne elle a lu. Alors peut-être que la personne est occupée et compagnie. Donc déjà ça change le rapport qu'on a vis-à-vis de la disponibilité de l'autre. Première chose. Et deuxième chose, je voulais appuyer le fait que les technologies sont arrivées dans nos vies. Je dirais pas forcément, mais il y a eu un travail en amont. Regardez les 4 partois qu'il y a dans ce pays. Voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a aussi les films, excuse-moi de t'interrompre. Tout à fait, mais il y a également les films qui nous ont préparés à la des portables aussi. Hein. Exact. Mais le problème qui se passe, c'est que d'un point de vue, comment je peux te dire, est-ce que tu as déjà vu un livre de philosophie parler de portable, un livre ancien, genre, je sais pas, on va citer Schopenhauer ou qui tu veux, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de préparation de la société à l'arrivée des nouvelles technologies. Attali, le livre... Oui, c'est pas mal. Bon, je vais pas je vais pas appeler Attali un philosophe, mais bon. Ce que je veux te dire en gros, c'est que les sociétés n'ont pas été prêtes pour ça. Je te donne un simple exemple et que je vais finir dessus. Facebook est un réseau social de vieux. Tu vois ce que je veux dire? À l'heure actuelle, les jeunes générations, tes enfants, mes enfants, etc., ils sont pas sur Facebook. Tu demandes à un jeune de 14-15 ans, quel réseau social que tu utilises? Si tu lui dis Facebook, il va te dire non, c'est un réseau social de vieux. Tu parles de génération, mais aussi les générations X, Y, Z. Oui. Au niveau des générations. Donc, la génération de maintenant, c'est pas la même que la nôtre. Et tu disais tout à l'heure, là, par rapport aux technologies, nous, on a vécu sans la technologie. Donc, automatiquement, notre rapport à la technologie n'est pas la même aussi.
On n'a pas vécu ça. On n'a pas vécu ça. La génération bien particulière. Et puis nous vivons toujours, les amis. Non, je parle de portable. Je parle de téléphone. Nous pas moi, les gars. Nous pas moi aussi, bien sûr. Je parle des portables. Donc, automatiquement, quand tu avais 17 ans, quand tu avais 16 ans, tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais pas de portable. Donc, notre rapport, même si on est rentré à fond dedans, mais notre rapport n'est pas le même par rapport à ça. Regarde, si tu prends par exemple quelqu'un qui était né dans les années 60 avec un gamin qui était né dans les années 70, il n'y avait pas trop de différence, mis à part l'âge évidemment et puis l'expérience. Alors que si tu prends un gamin qui est né dans les années 80, voire même 90 avec un 2000, tu vois déjà qu'il y a une différence notable parce que le rapport technologie, ça va tellement vite qu'il y a un côté largué qui se fait. Et c'est justement le problème qui se pose. On parlait de déconstruction, parce que c'est quand même notre thème. Ça, pour moi, je trouve que c'est séparer les gens, donc les déconstruire en disant toi, tu es de la génération X, toi, tu es de la génération Y, toi, tu es de la... Toi, t'es parent A, toi, t'es parent B. Voilà, ça, au fur et à mesure, c'est mettre des gens dans des cases et les séparer. Voilà, c'est ça. Ça empêche de faire bloc, tu vois. Ça me rappelle un film Diversion, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça me dit quelque chose, mais je vous conseille. Ça parle de classification aussi. Comme quoi. Non, c'est cool. Mais ouais, moi, je vois l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, le système fait tout pour qu'on ait peu de temps pour éduquer. Et aujourd'hui, même on chamaille entre couples, entre même copains, copines, avant couple, tout ça. La communication entre hommes et femmes est toujours dans une question de compétition, de moi je suis mieux que toi c'est ceci, toi c'est cela. Et tout ça, ça arrange la société. C'est vrai. Ça arrange le système. Non, totalement. Société et système. Enfin, société et système, oui. Parce qu'en fait, on est devenus des outils à argent, des pompes à fric en fait. Non, on n'est pas les pompes à fric, on remplit les pompes à fric en fait. C'est vrai. Je le disais par rapport à la caissière, ou au caissier aussi. On ne parle pas forcément homme ou femme, à savoir nous sommes des objets. On est considérés comme des objets. Avec le capitalisme, on revient encore par est-ce que le capitalisme il est pour la famille? Pas forcément. Mais le passé est toujours aussi présent finalement. Ouais, c'est vrai. Je voulais ajouter quelque chose en parlant de passé et de capitalisme. Si on reste sur le schéma de la déconstruction familiale, avant le patriarcat, avec ses défauts et ses qualités, parce qu'il faut savoir s'interroger sur le rôle que les hommes ont eu en tant que pères ces 50-100 dernières années, on va dire ça comme ça, il était quand même un rôle qui chapeautait, comme je disais en intro tout à l'heure. Sauf que on a expliqué que l'ordre de l'histoire, c'était que les femmes aillent au travail, etc. Jusqu'à un certain point, et je mesure bien mes mots, les femmes ont été perdantes, dans le sens où elles ont dû prendre un travail et continuer à s'occuper des enfants. Ce qui fait qu'il y a eu double emploi. Aujourd'hui, on parle de charge mentale, parce qu'on essaie d'inclure un petit peu plus l'homme, mais ça a été très compliqué pendant 30-40 ans à peu près, où les femmes avaient un leitmotiv, c'est-à-dire faire leur travail en tant que working girl, si on doit parler en anglais, et ensuite mama, tout simplement, dès qu'on arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition entre les deux facettes de la vie d'une femme. À l'heure actuelle, on commence à dire bon, il faut que les hommes s'investissent. Nous prenons un train en marche, sauf que nous avons décidé, nous, en tant que papa géniteur, de ne pas se mettre en queue de wagon. On essaie d'être dans la locomotive. Exact. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une marge de l'histoire qui fait qu'on s'interroge sur le rôle du père et de la mère par rapport à la société. Et je finirai en disant, la dernière chose la plus importante, c'est que comme les rôles sont en train d'être rebattus avec le jeu de cartes, il faut s'interroger aussi sur le progrès technique, en quoi il peut nous aider. Parce que, je vous donne un exemple. Il y avait des lavandières, maintenant il y a des machines à laver. Maintenant, un homme est censé faire marcher une machine à laver. Comment on distribue les tâches dans la maison ? Donc le père doit s'interroger, la mère aussi doit s'interroger sur ce qu'elle doit faire au sein de la famille. Et j'ai envie de te dire, parce que par rapport à ce que tu disais au tout début de l'émission avec la fête des pères, les hommes doivent également s'imposer. C'est ça. Les hommes doivent s'imposer. Alors, ils doivent s'imposer, mais sans clash. Ils doivent prendre leurs responsabilités également. Ils doivent prendre leur place. Incarner leur rôle. Incarner leur rôle par rapport à la société. Moi, j'ai parlé de la fête des pères et du capitalisme. Vas-y, on déconne. On est sur ça. C'est juste pour une petite réflexion pour vous, monsieur. On appelle ça une fête des pères et capitalisme. J'arrête. Non, c'est vrai, mais même l'image du père, si on peut s'attarder un petit peu dessus. Allons-y. Bon, vous savez déjà, au début, pendant de longues années, on n'entendait que du mépris. Moi, j'entendais souvent que du mépris. Et pourtant, je voyais un peu des pères quand même présents. Mais effectivement, en majorité, les absents... D'habitude, on dit les absents ont toujours tort. Là, c'est les présents qui étaient dans le tort. Mais
Aujourd'hui, un homme qui se présente, qui incarne son rôle d'homme, de papa, etc., on dit qu'il est bizarre. On dit que c'est bizarre. J'ai ouvert la porte pour une femme un jour là, elle m'a dit mais monsieur est fou. C'est bizarre, monsieur est fou. effectivement. Et on est parti dans un débat de la parité, etc. J'ai juste ouvert la porte à la femme qui m'accompagnait, tu vois. Mais pour moi c'était tranquille, je l'honorais un peu, ça me faisait plaisir de lui donner son respect, tu vois. Mais on nous classe dans bizarre aujourd'hui, peut-être les attitudes qu'on devrait avoir normalement, on les classe dans la case bizarre. C'est ça. Et tout ce qu'on fait, on va dire de bizarre, on pense que c'est normal. Tellement tu as raison, quand je marche dans un centre comme par exemple celui du Lamentin, un centre commercial, tu marches avec ton enfant, tu as des regards en tant que père. Oui, comme si c'est oui, voilà, c'est bizarre, tu vois, justement. Et c'est le jour où ce sera normal de marcher avec nos enfants, sans qu'il y ait de maman qui nous chapeaute ou quoi que ce soit, là je sens que la société aura fait un bond. Et c'est en ça qu'on travaille justement. Mais de toute façon, moi comme je disais au début de l'émission, on ne doit pas attendre l'aval du regard d'autrui en fait. Voilà. Tout à fait. On est présent, c'est tout, on est présent, les papas sont présents. Il y en a c'est peut-être pas la majorité, mais il y a un travail qui se fait, on est visible, hein. Vous voyez des papas avec des poussettes, des papas qui portent des bébés, des papas qui vont faire des courses pour des bébés, qui reviennent avec des sacs de couches, etc. On est présent maintenant, effectivement, on n'est pas exposé comme le système expose la femme, c'est vrai. Mais je ne vais pas attendre que le système le décide. Tout à fait, surtout que le système... D'où la raison de Papa Pagénité aujourd'hui sur cette TV. Je vous envoie un pavé dans la mare, monsieur. On est sur ça, tu sais nager. L'hypersexualisation, tout ce qui est également tromperie, parce que ça casse aussi des familles. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Pour notre société, il y a quelque chose, hein, moi j'ai eu du mal, quand je suis arrivé ici en 2006, tout le monde est très court vêtu, tous les hommes sont bus nus. On a un rapport au corps. Et après la réflexion, comment? Faut que tu m'expliques où tu marches. Tous les hommes étaient bus tenus? Non, mais voilà, les gens, tu vois, on est très court vêtu quand t'es pas habitué. Quand t'es pas habitué au départ, c'est vrai que ça m'a un peu choqué. Le fait, moi j'ai une adolescente chez moi aussi. Elle va à la plage avec ses copines, je vois les maillots de bain, son short, je dis non, le short, non. Je suis dans des trucs, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème et par rapport à cette vision qui est comment dire ça, qui est en moi depuis toujours de par mon histoire. Et est-ce que c'est plus malsain que ça, quoi? Donc c'est vraiment... C'est ambivalent. Il y a un truc là-dessus qui est encore dur à... Voilà, je discute avec ma fille, ma fille, pendant toute cette année, j'ai eu le conflit du soutien-gorge. Mademoiselle ne veut pas mettre de soutien-gorge pour aller à l'école. Mais à un point qu'on arrive à des débats que je peux presque à me tirer les cheveux. Regardez, ils ont grandi d'ailleurs. Non, voilà. Elle me dit, oui, mais c'est pas de moi. C'est vous qui avez un problème si vous sexualisez une adolescente de 16 ans. Voilà. Moi, je fais rien d'affluent, c'est juste pour mon confort. Oui, mais non, je continue. Ouais, mais il faut le mettre quand même. Je te comprends, mais il faut le mettre quand même. Alors après, quand tu es tout seul dans ta réflexion, tu te dis, mais elle a un peu raison. Mais en même temps, la société... Alors j'ai eu une scène aussi une fois, j'étais en Europe, en voyage en Europe, et je revenais sur Paris. Et je suis dans une gare, la gare d'Aulnay. Et il y a 3 jeunes filles, deux petites d'origine africaine et une petite maghrébine, avec des shorts que nous on a l'habitude de voir toute la journée ici. Voilà, des petits coucous shorts, mais bon, fessiaux, il n'y a pas de pomme fesse qui dépasse. Hein. Okay. Mais le short est court. On a l'habitude, moi ça me choque pas du tout, vu que maintenant que je suis ici, ça me choque pas, je suis habitué, voilà, des jeunes filles qui marchent avec leurs shorts. J'ai entendu la moitié de la gare les pourrir, les insulter, sans que personne ne prenne leur défense, et ça m'a choqué. Ouais, je comprends. Donc c'est vraiment le lieu, le truc, et puis notre rapport au corps aussi. Et aussi le rapport à la religion. Donc tu parles de la France, mais si par exemple de confession musulmane, je ne critique pas forcément. Voilà, il y a ça aussi. Mais à savoir que genre le côté couvert également, donc automatiquement ils vont voir entre parenthèses des pom-pom shorts, ils seront offusqués automatiquement. Après, à côté de ça, il y a le regard par rapport au regard de la société, je veux dire, ouais. Par rapport au regard du corps, comme on disait. Voilà, le regard du corps, pas de la société, le regard du corps. Mais après, il y a l'hyper... Non, parce que excuse-moi, vas-y. Non, excuse-moi de t'interrompre, c'est juste pour dire, mais il y a l'hypersexualisation aussi au sein du foyer. Mais garçons, filles, je parle aussi mais tati, oncle, tu mets tous les membres de la famille en train de parler ensemble, ça dénigre fort. Hein. Moi, il y a un mot que j'aime pas entendre. Et pour ça, c'est la famille. Hein. J'aime pas entendre
qu'on dise tu es sexy, hein. J'entends des mamans dire à des enfants plutôt des mamans, c'est vrai, là, faut dire la vérité, à des enfants de 8, 10, 12 ans, tu es sexy. Il y a tellement de vocabulaire. Il y a tu es belle, tu es jolie, tu es bien habillée, le linge te va bien. Mais pourquoi est-ce qu'on rapporte tout au sexe? Tu vois? Donc quand l'enfant il est déjà dans ça, donc ça veut dire plus c'est court vêtu, plus il y a de trous, plus il y a tout ça. Donc c'est vraiment ambivalent, quoi. Je suis d'accord. On est dans un manque de respect, en fait. Je suis d'accord que on ne doit pas tout sexualiser et que voilà, une forme de puritanisme, une hypocrisie puritaine, c'est pas bon. Mais de l'autre côté aussi, pourquoi est-ce que on va attribuer certains qualificatifs à des enfants, quoi? Mais ça veut dire tu seras sexy quand tu auras un mec et que tu mettras ta lingerie, ou alors quand toi Olivier tu mets ton petit string léopard et tout, t'es sexy pour madame, tu vois, normal, tu vois. Tu cherches un clash en live. Non, tu cherches un clash en live. Fais attention, pas chauffer mon laisse ça. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas pour vous un manque de respect au sein du foyer? Alors, ne voyez pas foyer comme seulement papa, maman, enfant. Quand tu invites un oncle, un frère, des fois on se permet de parler entre adultes, de femmes, mais on se gêne pas forcément, on regarde pas forcément si l'enfant il est tout près. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas, tu disais ça, que on emploie des mots facilement, mais sans en prendre la portée, exactement, merci. Et ça, c'est dangereux, en fait, au sein d'un foyer. Parce que imagine que ta fille, sa tante, sa marraine vient lui dire chérie, ma chérie, t'es sexy, Tu vois, c'est de l'encouragement, en fait. C'est un compliment, en fait. C'est pris pour un compliment. Donc ta fille, elle va prendre ça comme un compliment. Demain, elle sort, un jeune homme va dire t'es sexy. Qui va être fâché? Sa marraine. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, des fois, il faut qu'on fasse attention avec... Nous, en tant qu'adultes, on doit faire quand même attention. On doit réaliser qui on est dans cette société. J'ai l'impression qu'on perd cette notion d'adulte, en fait. Aucun adulte n'est pas un être parfait, c'est clair et net. On a nos traumas, on a tout ce qu'on veut, mais je suis désolé, face à des enfants, on doit garder une certaine discipline. Alors, discipline, c'est large, vous allez me dire. Mais on ne peut pas tout tolérer devant un enfant. On ne peut pas mettre nos enfants tous dans une conversation d'adultes, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde peut parler avec tout le monde. Ah non, je ne parle pas à mon enfant, il est assis là, il écoute, il a le droit. Ah non, mais on parle pas. Déjà, on parle pas de... Je sais pas, moi, quand la fin du mois est compliquée, on met pas nos enfants assis à côté de nous pour aller la fin du mois compliquée. Donc on sait. Ça prouve qu'on sait. Exactement. Donc il y a des moments où on se laisse aller et on ne devrait pas se laisser aller. Donc finalement, j'estime que nous, adultes, on a ce côté fautif dans certaines évolutions. Alors moi, j'ai envie de dire, est-ce que évolution... Moi, il y a la DBZ. Des bouteilles en plus. J'ai envie de vous dire, est-ce que évolution veut dire progression? Pas forcément. Non, voilà. Pas forcément, non, effectivement. Voilà, parce qu'il y a évolution sur beaucoup de choses, évolution des mœurs, mais est-ce qu'il y a une progression, je dirais même pour l'humanité, sur certaines choses aussi? Moi, je voulais juste revenir un petit peu, juste un petit point, j'en profite d'être en télé. J'écoutais une chanson que j'entends depuis non. Je crois que c'est Ralph Tama, Ma Génération. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, la chanson. Oui. Ma génération sauvage fait l'amour en trop chauffage. Tu vois? Et écoutez un peu le couplet. Un jour, j'étais en voiture, je me suis mis à écouter le couplet. Et là, peut-être qu'ils vont pas mal le prendre, alors que je trouve que c'est un très grand artiste avec une voix magnifique, monsieur Ralph Tama, les textes, tout ça, j'ai rien à dire. C'est pas l'aspect, voilà. C'est Olivier, bref. Non, mais bon, pour cette chanson-là, c'est quand même un truc de génération, parce que moi, après, c'est ma petite analyse de pseudo, je me suis senti sociologue 5 minutes, pour faire cette analyse-là. Donc peut-être que j'ai tout faux. Excusez-moi, messieurs, dames, si je me trompe complètement. Vous nous direz ou réagissez sur les réseaux sociaux. Il faut se tromper des fois pour mais oui, parce que, tout à fait. C'est important que tu fasses tes aussi. Voilà. Mais quand j'entends cette chanson-là, Ma génération sauvage fait l'amour anthropophage, donc un jeu de mots sur l'anthropophagisme, donc on se bouffe entre nous, mais aussi en trop, voilà. Et les couplets, c'est souffle le vent, souffle je sais pas quoi, nous on s'en fout. Et je vois, je figure la génération qui a connu ici l'avènement des 40%, un tas de petits fonctionnaires qui sont bien placés, tout ça, et qu'il ne faut que jouir. Il y a une génération ici, peut-être des gens, excusez-moi, les post-papy boomers, les années 60, ceux qui sont les années fin 50, 60 jusqu'à 65, 67, je sais pas. Il y en a beaucoup qui n'ont eu qu'une vie de jouissance. Et
justement, ça fait tout ça, puisque tout n'était que jouir. La recherche de la jouissance, rappelez-vous, avant Covid ou avant même certaines crises, c'est Garden par-ci, Garden par-là, Munkala dans Garden, comme si c'est le but de la vie, c'est d'aller dans des gardens et dire j'y étais, tu vois. Et tout ça, c'est cette histoire de... Je pense qu'il y a une génération, justement, qui n'a pas accompli, qui n'a pas su trouver sa mission et l'accomplir. Mais franchement, génération, t'as coûté un... Elle est à la tête politique actuellement. T'as coûté un... À l'époque, la musique là, c'était beaucoup... C'était l'amour, en lot. Mais écoute cette chanson-là. Les valses, tout ça, c'était beaucoup... Nous, on écoute beaucoup... Nous, c'est la génération un peu... comment je peux dire, un peu, comment on appelle ça, militante, etc. On a connu le militantisme dans la musique, l'amour aussi, mais nos parents, nos aînés, ils ont été bercés par beaucoup de textes de poésie. Ah voilà. Oui. Et ça a créé une certaine ambiance. Tu captes? Aujourd'hui, on parle de déconstruction familiale où chacun écoute ce qu'il veut, quand il veut. Et à un moment donné, je trouve que il n'y a plus de lien. En fait, tout est fait pour qu'on ne discute plus réellement parce qu'il y a beaucoup de parents qui, je vais leur parler d'Amso, je dis n'importe qui, des artistes, moi. Quel que soit l'artiste, les parents, ils sont dépassés parce qu'on veut rester dans notre période, dans notre époque, on ne veut pas aller plus loin. Il n'y a pas que ça, Olivier. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais ce que je veux te dire, mais sur la musique, ça joue dans la déconstruction. Yeah, aujourd'hui, nous, excuse-moi 2 secondes, aujourd'hui, nous, on a fait des émissions, on a tenté de mettre des thématiques en place pour faire comprendre que, ok, il y a la musique, il y a le divertissement, etc. Mais il y a aussi l'éducation musicale. Il y a aussi la recherche. Il y a aussi, et tu en parlais dans une émission précédente, où c'était ta fille qui te parlait des figures de style, voilà. Tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de familles qui s'investissent. Et je trouve que, pas beaucoup de parents, pardon, qui s'investissent. Et je trouve que ça, c'est important de leur dire ce soir, excusez-moi, dans l'émission, que il suffit pas de suivre. Tu parlais d'évolution. Il ne suffit pas de juste suivre la tendance, juste suivre la mode, parce que ça donne tous nos défauts actuels. Mais ça si on ne fait que suivre. Il y a quelque chose aussi, quand tu me dis ça, je vois les années 80, début 90. Voilà, quoi. Ici en Martinique, vous aviez combien? Peut-être 3-4 chaînes de télé. C'est la radio, c'est la télé. Donc, tout le monde, quel que soit ton âge, t'écoutais à peu près la musique de la radio que tes parents entendaient aussi. Et à ça, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un large éventail. Mes enfants, ils ont, on va pas faire de pub, mais bon, les trucs où tu as toute la musique que tu veux, tu cherches l'album, tu l'as tout de suite, tu vois. Ou alors ils sont sur YouTube aussi, ou alors il y a combien de chaînes de télé? Et combien on a de chaînes chez nous? On a au moins quasiment 200 chaînes de télé chez nous. Donc ça veut dire un large panel. Donc d'où justement il faut vraiment être proche de ces enfants pour prendre le temps de justement discuter de ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment comme musique, ce qu'ils lisent. Il faut prendre le temps, c'est clair. Avant, peut-être que c'était moins important cette histoire de prendre le temps, puisque voilà, il y a 4-5 radios qui tournent, voilà. Mais tu sais, il y a 3-4 chaînes de télé, donc tu sais, t'as pas besoin, peut-être c'était plus naturellement fait et plus simplement fait. Mais maintenant, aujourd'hui, on t'impose un rythme chez toi. Voilà. Mais messieurs, vous n'avez pas l'impression aussi d'être père, psychologue j'ai l'impression que maintenant le rôle de père, le rôle de parent, c'est en termes de facettes, ça. Mais tant mieux, ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de te dire, heureusement, et en même temps, je comprends, si je me permets le mot, ton inquiétude. C'est-à-dire que avec Internet notamment, que ce soit portable, ordinateur et compagnie, tu as un flot d'informations qui est arrivé d'un seul coup. Et à l'heure actuelle, on se doit de trier l'information et de pouvoir essayer de monter en grade, si je peux me permettre le terme, pour comprendre nos enfants. C'est ce que fait justement Hugues avec ses enfants et ça, c'est top. Mais Olivier, tu parlais de ça, je crois, il y a 2 semaines, quand tu parlais qu'un enfant qui sait gérer son téléphone et un parent peut-être moins habile, cet enfant il a beaucoup de possibilités. Hein. Ah oui, il peut manipuler ses parents comme il veut. Il sait comment gérer le portable, il apprend à ses parents comment gérer, il montre ce qu'il a envie de montrer. Tout à fait. Il ne montre pas ce qu'il n'a pas envie de montrer. Avec un portable maintenant, enfin bien sûr pour ceux qui ont les moyens, tu as des maisons que tu peux diriger comme tu veux. Tu éteins les stores, tu allumes la clim, tu vois ce que je veux dire. Donc tu imagines si c'est ton enfant qui a ce pouvoir-là. Le gars il fait ce qu'il veut. Mais pour nos générations par contre, Alain, moi je vois ça, nous, avec nos parents, mais sauf qu'on n'est plus des enfants, tu vois, on est tous des adultes autour de la table. Oui. Mais je le vois moins, justement, tout à l'heure vous parliez de génération, tu disais X, Y, Z, là, les histoires de classification de génération. Nous, on est comme une génération particulière, puisque nous, on a connu la vie sans Internet,
On est rentré dedans, on était quand même encore assez jeunes, donc on n'a pas eu de difficultés, on n'est pas perdu. Aucun de nous autour de la table n'est perdu avec un ordinateur dans les mains ou avec les réseaux sociaux. C'est juste que on se dit bon, écoute, je vais pas passer ma vie à regarder des TikTok. J'ai pas que ça à faire. On est la génération tampon. On est une génération exactement. On est la génération tampon entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc automatiquement, par rapport aux nouvelles technologies d'information et de la communication, on est bien placé. On est entre les deux. Voilà, et il faut continuer, il faut pas lâcher là-dessus, quoi. Il y a certains de notre génération qui sont un peu largués, mais il est encore temps. Voilà, il y a les cyberbases, il y a pas mal de choses qui existent. Il y a pas mal de choses pour se réapproprier, du moins, même pas se réapproprier, s'approprier justement l'utilisation de ces outils. Mais pour notre génération, c'est pas forcément une grande problématique. Ce serait vraiment, ce qui serait problématique, c'est de ne pas s'occuper de ce que nos enfants font de ces technologies, alors qu'on sait comment le vérifier. Je vais juste contrebalancer avec un contre-argument. N'oublie pas que l'illettrisme en Martinique est assez développé. Encore actuellement aussi, ouais. Oui, encore actuellement. Oui. On a un pourcentage assez élevé, je crois qu'on est dans la quarantaine. Je pense que ça progresse dans le bas. On est à 42%, je crois. Mais je ne peux pas te donner la... Après, de nos boulots, j'en croisais quelques-uns. Et moi aussi, c'est vrai que je croise des ados qui arrivent. D'ailleurs, il faudrait que l'éducation m'explique ça. Que des ados arrivent en troisième et ne savent pas lire. Ah, c'était ça que tu voulais dire? En troisième, ça peut Mais justement, monsieur, mais on les fait passer les classes. Il y a un détail aussi qui me chiffonne, c'est d'un point de vue de la justice. En 2 ans, en radio, quand on a bossé, on a rencontré donc des associations, etc. Et big up à la PAPAM et à monsieur Calmo, exactement. Aussi à Camélia, dédicace à Camélia aussi, qui a fait un gros travail. Il y a ce côté, selon leurs expériences, ils nous apportaient le fait que quand il y a problème entre père et mère, des fois ça arrivait en justice parce que les deux parents, les deux adultes n'arrivaient pas à trouver un consensus. Et du coup, selon vous, quel est le rôle de la justice dans ces situations-là? Est-ce que le rôle de la justice est de trouver des solutions pour ses parents? Ou est-ce que c'est de trouver un équilibre qui incite chacun des parents à assumer son rôle? Non, la question, elle me fait réfléchir. Alors, de par mon métier où je rencontre des cas un peu délicats, je me rends compte, mais ça reste totalement subjectif, qu'on a une justice qui, 1, ne connaît pas nos mœurs, 2, a un schéma bien établi qu'on veut nous faire entrer par la gorge, pour ne pas dire par autre part aussi. Comment tu fais là? Je dis en live? Je m'explique. Nous avons c'est l'exemple qui me vient en tête. Il y a une famille, on va l'appeler la famille X. La mère est défaillante parce que il y a consommation de stupéfiants, etc. Il y a à peu près 7-8 enfants, etc. de différentes unions. La justice ne comprend pas que la mère n'y arrive pas, lui impose tous les week-ends à avoir 7 enfants à gérer d'un coup. La dame, comme je vous disais, consommation de stupéfiants, la justice maintient toujours d'envoyer les enfants. Alors vous allez me dire, oui, il faut maintenir le lien, etc. Sauf qu'on parle d'un lieu de passage où il y a des stupéfiants, etc. Tout ce qui va avec. Voilà, exact. Et jusqu'à présent, ça reste complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ce sont des exemples parmi tant d'autres qui montrent qu'il y a un problème à ce niveau. Un autre exemple beaucoup simple, on en a parlé déjà tous les 4, le DIP. Voilà, parce que la justice va se référer à certains psychologues et tout ça sur les enquêtes. C'est quoi la définition du DIP? Alors le DIP, c'est expliquer que pour grandir, pour s'affirmer, il faut symboliquement tuer le père. Mais dans notre société, où le père n'est... Dans nos anciennes sociétés, voilà, pour nous, les gens de notre génération, bien souvent, le père n'a pas été présent plus que ça. Donc le DIP ne peut pas exister. Donc c'est comme si tu veux monter une maison, mais la base est déjà... ne nous correspond pas. Cette base ne correspond pas à notre société afro-caribéenne. Donc voilà. Alors, pour revenir à la justice aussi, pour moi, la justice, elle a un train de retard sur la société. Tout à fait. Et en plus, sur la société, donc on va dire la société française, européenne, française, on va dire. Mais alors, plus la précision qu'elle a apportée juste avant, et à nous, on a toutes nos spécificités aussi. Donc, moi, je l'ai subi. Personnellement, j'ai subi la justice de demander la garde de mes enfants sous certaines conditions. On m'a une petite juge, je sais pas quel âge elle devait avoir, mais ça se voit qu'elle n'avait pas forcément fondé une famille, qui me parle comme au dernier des imbéciles, alors que c'est moi qui ai fait la démarche d'aller en justice. Et pour donner raison à la maman, pour qu'ensuite la médiation, les trucs de médiation donnent encore raison à la maman,
Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie ici. Mais bon, tout l'avenir a montré que j'avais raison sur toute la ligne. Mais c'est-à-dire que justement, dans les associations qu'on a rencontrées, certains hommes nous expliquaient ça, qu'ils partaient déjà perdants. Systématiquement, tu pars perdant. D'entrée, on leur faisait comprendre que... Parce qu'il y a aussi l'image de l'homme entier. Alors l'homme entier, on est forcément coureur, on a forcément 17 millions de femmes. La justice n'est pas censée se baser sur... La justice, mais qui fait la justice? Comme sur un Milan. Ce sont des gens qui font la justice, hein. C'est des gens comme toi, comme moi qui font la justice. Oui, ce sont des hommes... Une petite précision, Olivier. En plus de ce que Hugo vient de rajouter, n'oublie pas aussi qu'il y a des courants politiques et idéologiques. Actuellement, nous avons un féminisme qui a, pignon sur rue, ce qui fait que, concrètement... t'as qu'à regarder ne serait-ce qu'une pub du gouvernement à la télé, on te parle souvent de violences faites aux femmes, etc. La violence faite aux hommes n'existe pas, voilà. Et qui plus est, très rapidement, il faut faire monter des statistiques. Donc forcément, si tu es catalogué père violent pour X raisons, tu n'as aucune chance d'y arriver, tu vois ce que je veux dire? Et ça a toujours été ça. Je peux vous donner un autre exemple qui date de beaucoup plus longtemps, donc 18 ans bientôt, 17 ans, c'était avec mon fils. Mon fils n'a pas fait longtemps à la crèche, c'était avant que je vienne m'installer en Martinique. À la crèche, moi j'étudiais à l'école d'éducateurs un rapport Genesti. Le rapport Genesti qui disait que selon certains critères, donc tes parents sont issus de l'immigration ou noirs ou quoi au caisse, tu habites dans un quartier dit sensible, donc ta structure est comme ça, donc potentiellement tu seras un délinquant. Donc on médiquait les enfants depuis la crèche. Je me suis retrouvé à la crèche. Et qu'on me dit je vais pas dire le nom de mon fils, je vais l'épargner le pauvre. X, on va l'appeler X. Voilà. Alors monsieur, une petite directrice me dit oui mais vous pensez pas qu'on devrait le médiquer? Mais pas de chance pour elle, moi je suis en train d'étudier ça en cours. Donc j'étais obligé de lui dire mais madame, calmement, je lui ai dit écoutez, vous recevez des directives, vous demandez de faire des trucs, faites avec les enfants des gens crédules. Moi je sais, je vais sortir toute la loi, elle a blémi. Tu vois, elle a blémi parce que je lui ai dit, moi je connais, pourquoi tu viens me parler de médicaments pour mon enfant qui n'a absolument pas besoin de médicaments? Mais si j'avais pas, j'ai eu cette chance-là, mais peut-être qu'il y a 4, plein 5 qui savent pas, qui puis à présent il y a et puis Kakaba vient en l'arrière et puis qui vont chez toi. C'est ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il y a tout ça aussi. On est dans un monde de classification, un monde de résultats. Tout à l'heure, tu disais de statistiques. Oui. Donc automatiquement, on cherche des chiffres, des chiffres pour l'ouverture de services, pour ne pas faire baisser certains services. Donc, et pour promouvoir aussi des idéologies. Bon, vraiment, que les femmes ne se méprennent pas, mais on fait tout pour que l'homme soit catalogué méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on allume la télé quelques heures, en général, sur la plupart des médias. Un homme a fait ceci, un homme a fait cela. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si l'homme il a fait, il faut le dire aussi qu'il a fait. Ah oui, il faut le dire, sauf que des fois, c'est nuancé. Il y a qu'à regarder... Après, c'est pas tous les hommes qui font. C'est ça. Oui, il faut pas oublier que les hommes et les femmes sont des êtres humains. C'est pas un qui est supérieur à l'autre compagnie. Au contraire, là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il faudrait rééquilibrer les choses. Je ne suis pas partisan de pro-homme, etc., anti-femme. Je parle juste de rééquilibrer dans le discours ambiant, qu'il soit politique, qu'il soit idéologique ou autre, l'homme est l'animal à abattre. Eh ben justement, mais pour répondre je repose ma question pour vous. Donc la justice, c'est quoi son rôle? C'est de rééquilibrer les choses ou c'est de ramener les parents à leur responsabilité, leur propre responsabilité? Cela n'engage que moi, mais il n'y a pas vraiment de justice en Martinique. Parce que j'estime que quand on veut faire du chiffre uniquement, en se disant voilà, les femmes auront leur enfant sans trop prendre en compte la vie de l'enfant, du parent A ou du parent B, j'adore toujours cet exemple. J'estime que non, on n'est plus vraiment dans la justice, on est juste dans juste pour faire, ouais. Et à partir de ce moment-là, comme je disais, comment dire? La boucle est bouclée en disant pour amener à l'individualisme. Ouais, tout ça. Tout à fait. Tu regardes même les séries Netflix, alors même il y a le mouvement, le wokisme. Alors moi, celui-là, il fait du mal, celui-là. Celui-là, il fait du mal. Oui. C'est quoi, je sais pas s'il fait forcément à tous les coups du mal, mais c'est seulement le fait qu'on les... Ce qui fait du mal, c'est plus... Explique-nous le wokisme, s'il te plaît. Woke, c'est awake, être éveillé, donc l'éveil des consciences. Donc ça va être... Dans wokisme, ils vont mettre Black Lives Matter, ils vont mettre les mouvements LGBT, ils vont mettre beaucoup de choses, tu vois. Mais qui a inventé ces vocables pour enfermer les gens aussi de wokisme? Tu vois, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, mais je suis pas contre tout ce qui est dit non plus. Donc c'est tout ça, tous ces mots-là, ces capsules, ils font des capsules. Et puis si faut être dans la bonne capsule, sinon
t'es un rebelle du système et tout ça, t'es un marginal. Ça revient encore à une classification. C'est une classification. C'est systématique par rapport à ça. Ça rentre dans une classification. Mais celle-là, elle fait vraiment mal parce qu'on parle aussi de cancel culture, tu vois. Et ça, en gros, c'est très simple. Hein. Tu retires tout ce qui ne te plaît pas. Tu zappes les gens, tu l'enlèves. Au niveau de l'histoire, au niveau de la musique, etc. Je vous donne un exemple tout simple. On parle souvent il y a eu l'affaire Polanski, vous vous en souvenez? Oui, etc. Le producteur de film. Exactement, qui a agressé sexuellement, etc. Pédophilie aussi. Pédophile aussi, non? Oui, pédophile aussi, oui, tout à fait. Ça a été tribunal, justice. Il a fait la totale. Oui, voilà, la totale. Okay. Quand il a eu son César il y a 2 ans, je crois, on a sorti les médias, on dit... Il faut séparer l'homme de l'artiste. D'accord? Oui. Vous avez une histoire qui est plus ou moins sensiblement la même avec R. Kelly. Ces musiques ont disparu de Spotify, d'Apple Store, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y a pas eu de séparation de l'homme et de l'artiste. Le même traitement. Là, moi, ce que je vois, Alain, dans ça, excuse-moi de te couper la parole, Alain, je vois aussi que c'est une histoire de, pas génération, mais d'époque. L'époque change. Et là, c'est BFM, c'est CNews. Et tu vois, tous les chroniqueurs sur ces émissions-là, ils veulent rester dans une époque qui est en train ils veulent surtout rester dans l'émission qui paie. La dominance, la dominance de l'homme occidental blanc de 50 ans, tu vois. Et c'est vrai, effectivement, on voit bien que ça tend à changer. Et eux, ils sont nostalgiques et ils veulent rester là-dedans. D'ailleurs, notre président qui a dit la France ne déboulonnera jamais de statues. Mais la France a déjà déboulonné des statues, Bougmoué. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était vraiment marqueur de dire le truc, il est comme il est, c'est pas vous qui allez le faire changer. Et ça, c'est en plein mouvement, justement, Black Lives Matter, c'était George Floyd. C'est cette époque-là, tu vois. C'était avant plus ce qu'on a tous fait, là, qu'on a tous été déboulonnés. Parce que vous étiez là, déboulonnés. Parce que moi, j'y étais. Hein. J'étais là. On était là, on a déboulonné la statue. J'ai pas reçu ma convocation, on est pas venu me chercher à 16 On était tous là. On était tous là, Jonathan. Je me souviens de nous tous. J'ai fait une vidéo ce jour-là, j'ai dit oui, j'étais là. Je me souviens de nous tous. On était tous présents. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi moi, vous savez, des fois, je vais faire du shopping, hein, comme tout le monde. Et même dans les vêtements proposés, on nous oriente dans peut-être des choses qui ne nous correspondent pas forcément. C'est la publicité. C'est peut-être c'est pas une question de publicité, c'est une question des vêtements occidentaux, les styles occidentaux. C'est rare de rentrer dans un magasin ici que c'est... Il y a il y a le Cuba, il y a l'Afrique, il y a Tahiti. On nous oriente. Et en fait, même dans notre manière d'être, de s'habiller, je trouve que on peut déconstruire une famille en passant par le vestimentaire. Parce qu'en fait, on te fait perdre ton identité. Ce ne sont pas forcément les vêtements qui nous correspondent. Je suis désolé, les gars. Moi, je mets un jean slim qui est pété boule. Les gars, c'est pas vrai. Il passait en live, c'est pas grave. Mais bon, vous m'avez compris. Je me sens pas moi. Pourtant, tu vas dans de plus en plus de magasins qui te disent slim, jean slim, tel slim, strange slim, c'est slim. Mais il faut que tu mettes un slim. C'est pas mon identité. Ça veut dire qu'en quelque part, on n'accorde pas cette importance à ce qu'on est réellement. Par contre, on nous impose une nouvelle mode dans nos foyers. Non. Tu dois t'habiller comme ci, tu dois t'habiller comme ça. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la déconstruction. Alors, Olivier, excusez-moi, monsieur. Vas-y. Mais par rapport à ce que je suis en train de dire là, il faudrait d'abord savoir qui nous sommes. Mais moi, alors, je commence. Alors, tu sais quoi? Je sais qui je suis. Il y en a beaucoup qui ne sachent pas. Alors, je comprends ça, parce que ça fait des années qu'on le dit, mais aujourd'hui, en 2022, je sais qui je suis. Je suis un Martiniquais, d'accord? Je suis un homme noir, papa, intelligent, qui se bat, qui veut contribuer au bien-être de sa société. Je sais qui je suis. Olivier, pendant qu'on y est, tu as un magnifique t-shirt, ce serait bien de le montrer. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Je me permets. Manuela, je me le permets. Je sais pas, moi, je me sens bien dans ce... Alors, c'est un t-shirt local fait par une artiste de chez nous qui s'appelle Audrey, c'est ça? Audrey, Décréation. Décréation, tout à fait, qui est magnifique. Et ça prouve, Olivier est en droite ligne avec ce qu'il représente, c'est-à-dire que c'est un t-shirt issu de l'industrie locale, fait par quelqu'un de chez nous, qui montre qu'il y a un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-être, c'est Olivier, le savoir-faire, c'est Madame Audrey qui l'a mis justement en valeur avec ce t-shirt. Ça, ce sont des choses à dire. Il s'appelle Alain, ça c'est pour la com. Vous avez vu comment il vient de préparer, ce n'est pas préparé. Donc, non, c'est la communication publique, la publicité. Non, mais
Richesse payée. Mais il faut faire de la pub pour nous-mêmes. Il faut la faire pour nous-mêmes, tu vois. C'est génial. J'avoue, tu assures. Vous voyez le truc? Et juste une petite précision. Tu as entièrement raison. Olivier, je voulais juste te dire, tu sais, par rapport à ce que tu dis, tu vas acheter, etc. Alors, tu as des vendeurs qui sont là, des commerçants qui sont là pour vendre. Mais il faut être d'accord aussi que les gens qui réfléchissent à ces tendances de mode, ils ont des sociologues, des psychothérapeutes, tout ce que tu vois. Ils analysent les failles et les désirs des autres. Donc là, on lutte contre des gens qui sont quand même assez nombreux, qui sont diplômés, etc. Tout. Quand on te propose, par exemple, je reprends un autre exemple. Quand tu arrives près de McDo et que tu te dis que tu as faim, c'est pas vraiment ton corps qui a faim, c'est que tu as déjà vu le 4 par 3 2 fois sur l'autoroute qui t'a suggéré le dernier sandwich à la mode. La fausse publicité. Voilà, c'est ça. Tu vois comment on t'influence? Oui, je comprends. Mais par contre, quand tu sais que tu es influencé, tu n'y vas pas parce que tu sais que c'est Exact. Donc à un moment donné, je trouve que nous non plus, on ne doit pas laisser tout entrer dans notre foyer, au sein de nos foyers. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Alors bon, bien sûr, je ne suis pas chez tout le monde. Mais quand on voit nos débats, nos réactions à l'extérieur, des fois on comprend que beaucoup de personnes se laissent juste submerger par le tsunami occidental qui arrive face à eux, quoi. Ils plongent dedans sans réfléchir. Excuse-moi, tu disais. Ça passera par une élévation des consciences. C'est pour ça qu'on est là à Papa Génitesse. C'est pour qu'on évolue. C'est par ça, de par nos discussions, de par ce qu'on dit. C'est bon là, j'ai bougé les gars. Non, vous pas tomber là, c'est cool. Donc, je disais ça passe par rapport à ça, par rapport à l'élévation des consciences, et puis par rapport à nos réflexions, hein, parce que, comme tu me disais, Hugues, c'est pas forcément des solutions, mais faire les gens réfléchir avec des pistes de réflexion. Hein. Que nous-mêmes nous réfléchissions et que amener les gens à réfléchir, c'est déjà un beau travail. C'est déjà un très beau travail. Ouais, le championnat est fini en plus, alors... voilà. On continue? Oui, on continue. Bon, il nous reste un peu de temps. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire aux Martiniquais, enfin du moins aux téléspectateurs et téléspectatrices qui vous regardent, concernant justement cette reconstruction qui est déjà en cours? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Est-ce que vous avez un message à faire passer positif ou négatif, comme vous voulez, chacun gère son point de vue, mais est-ce que vous avez quelque chose à transmettre à la population? Moi, je vous permets de vous libérer. Ah, super. Je commence? Je commence si tu veux, parce que je vais répéter la même chose que j'ai pu dire lors de la dernière émission. Communiquer. La communication, le lien, c'est quelque chose d'essentiel. Qu'il soit, je répète, j'ai dit ça il y a 2 semaines, qu'il soit bon ou mauvais, un lien, c'est déjà très important d'avoir un lien avec son entourage proche. Et puis concernant nos enfants, ne vous focalisez pas uniquement sur vos enfants, focalisez-vous aussi sur tout ce qui entoure vos enfants, parce que ça a de l'influence sur vos enfants. Voilà. Alors, la question me plaît. D'emblée, je tiens à dire ça, elle est géniale. Merci, monsieur. Alors, la première chose, le plus simple, sortez de chez vous. Tout le monde, sortez de chez vous. Ne restez pas enfermés devant, que ce soit Netflix ou quoi que ce soit. Sortez de chez vous, faites du sport, allez marcher, promenez-vous, créez des souvenirs avec vos enfants. Sauf le lundi soir, regardez Papa Génitesse. Oui, c'est vrai, ça va bien joué. Ça, c'est la première chose. La deuxième, comme dit Hugo, justement, il faut prendre le temps de faire du lien avec des enfants. Je donne un exemple tout bête. Pourtant, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais souvent, j'entends parler de Fortnite. Fortnite, ça y est, le jeu de tir et compagnie. Même moi, ça ne me parle pas. Vos enfants jouent à Fortnite? Asseyez-vous à côté de vous, à côté d'eux. Vous trouvez ça nul, c'est pas grave. Asseyez-vous, posez-lui des questions. Dites-lui que c'est nul. Non, pas forcément. C'est une solution. Tu penses? Je pense que. C'est oui. Pas dire que. Le problème, c'est que ça va faire une coupure d'emblée. Pas d'emblée, tu peux pas dire. D'emblée, oui, mais bon, voilà. Une fois que le lien est créé, il faut qu'ils en voilà. Prenez la peine de vous intéresser à ce qu'ils aiment, même si vous trouvez ça ringard. Même la musique aussi, on en parlait justement, parce que votre enfant va se sentir important. Il va se dire, ah tiens, il y a quelque chose qui intéresse papa. Par exemple, je regarde mes enfants qui sont beaucoup plus petits, ils ont 3 et 4 ans à peu près. C'est la patte patrouille. Ok, moi je n'aime pas la patte patrouille, mais je m'assieds avec eux, etc. Mais ce qui est bien avec le système capitaliste, c'est qu'il produit tellement de choses qu'on peut retourner certains trucs contre lui. Dans le sens où il y a la patte patrouille à la télé, on va arrêter la télé. On va prendre un livre, la patte patrouille. On va regarder, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et là, ça devient intéressant. Après, il y a des puzzles patte patrouille, etc. Bon, après, il faut essayer de sortir de ça, etc. Oui. Mais il faut utiliser toutes les armes qu'on a
de façon à pouvoir faire du lien avec ses enfants. Et puis après, comme dit Hugo, tu peux placer gentiment, c'est nul. Bon, tu vas pas dire c'est nul, tu vas dire c'est moins bien, tu vois. Tu vas dire, regarde de ce côté-là. Il y a une façon de le dire aussi. Selon les âges. Selon les âges, exact. Selon les âges. Et par exemple, tu as commencé avec la télé, tu veux passer par le livre, le puzzle, après tu vas faire un autre puzzle d'un autre thème, etc. Et puis hop, tu passes à autre chose. Des astuces. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Sortir de chez soi, avoir des souvenirs avec ses enfants. Créer des souvenirs. Très important. Très important. Moi, je pense que c'est un de nos... Excuse-moi. Vas-y. Pour moi, c'est un des jobs principaux de parents, c'est de créer des souvenirs, amener ses enfants à se créer des souvenirs avec ou sans nous, mais ça fait partie du truc parce que c'est ce qui va être fondateur, c'est ce à quoi on va se raccrocher, c'est ce à quoi on se raccroche nous-mêmes quand ça va ou quand ça va pas. Tu vois, parfois tu as un petit coup de mou, ben, tu vas te rappeler, ouais, mon était jeune, ou même tu vas réfléchir à comment tu pensais, tu vas voir ton évolution, et tout ça, c'est les souvenirs. Et on voit bien les gens qui vont pas bien, c'est les gens qui ont très peu de souvenirs de leur enfance, ou alors qu'ils osent même pas en parler. Excuse-moi, là, non, mais c'était vraiment très important ce que tu as dit là. Non, très bien, c'est bon. Non, c'est bon pour moi. Je note. Écoutez Wu-Tang. Jonathan, avant que tu parles, justement, tu vois, tu as un t-shirt Wu-Tang, moi ça me parle. Mais est-ce que tes enfants, ton fils connaît exactement? Ah non, mon fils, c'est l'île Lucie, l'île Et pourtant, l'île en question ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Wu-Tang. Voilà. Là, c'est un truc que tu peux lui expliquer. La personne qui t'a offert ce t-shirt-là, ça va être quelqu'un de fantastique. Bien joué. Non, dans une continuité, tout ça, tout à fait. Oui, voilà. Mais comme tu disais aussi, c'est le lien. Tu vois, la communication entre parents et enfants. Et puis, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de Fortnite. La même chose. Eh ben, mon fils, il jouait à l'époque. Eh ben, je vais écouter, je vais regarder. Des fois, j'entends des voix. Je dis, mais qui parle? Ah ouais, je connais pas forcément. Eh ben, il faut chercher à savoir. Exact. Parce qu'avec Internet, eh ben, on sait pas comment ça se passe. Il peut parler avec n'importe quel papa. Exactement, tu sais pas. Donc, il faut s'intéresser à ce que les enfants font. Il faut également, comme tu disais, vous avez tout dit les gars, vous avez tout dit, à savoir il faut sortir, il faut créer des liens, il faut créer des souvenirs. Il y a tellement de choses à voir chez nous. Il y a tellement de paysages, du lever de soleil au Vauclin, au coucher de soleil au Carbet, en faisant, il y a des choses à faire. Hein. Même aux Anses d'Arlet, t'as du sable noir, du sable blanc à quelques mètres, tu vois. Rien que ça. Les amis, excusez-moi de vous interrompre, il nous reste plus beaucoup de temps. Vas-y. En tout cas, déjà Hugo et Alain, merci beaucoup. Yes. Très enrichissant. Alors Jonathan, je te remercierai à la fin. Tu sais déjà, on est ensemble. On va connaître. Mais en tout cas, merci pour vos interventions. Merci pour votre présence. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous parce qu'on est aussi ici grâce à vous deux. Donc moi, je vous dis merci en live. Merci à toi, mon frère. Non, tranquillement. En tout cas, une très bonne émission. Hein. Oui. Moi, je suis très content, je suis très satisfait de ce qu'on a entendu, ce qu'on a partagé ensemble. Hein. Jonathan, il nous reste qu'une minute à peu près. Une minute. Alors. Jonathan, désolé, là oublions ça. Jonathan. Merci messieurs. Merci à Alain. Voilà, super. On a un peu ce check ou Jassav, ou Jassav aussi. Je remercie également tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. J'espère que vous avez apprécié l'émission comme nous avons. Moi, j'ai grave apprécié. Franchement, j'ai kiffé l'émission. Et puis, voilà, le rendez-vous est pris en radio mercredi et lundi prochain pour en télé. On est là. Si vous êtes dans Papa Génité, c'est votre émission. Allez chez vous. On l'insère dans le foyer. Sauf que c'est pour notre bien-être à tous. Richesse pays, excusez-moi, richesse pays, c'est nous-mêmes. Et en nous-mêmes. En grand. Retenez actif. Tu voulais glisser. Ah oui, tu voulais glisser un petit peu. Oui, alors je donne rendez-vous à tout le monde le 27 de ce mois-ci, 27 mai au Vauclin au soir. Nous faisons une conférence avec Monsieur Laurie sur l'autosuffisance alimentaire. Et le 28, toute la journée, l'association Racine Killa vous invite justement pour continuer. Donc il y aura des ateliers autour des percussions, il y aura Bambouman, il y aura un show de Skanky D, il y aura aussi Madame Martine Lheureux qui va nous faire quelque chose sur une fresque sur la biodiversité et sur l'écologie. Donc il y aura des choses à voir. Donc 27 et 28 sur le front de mer du Vauclin. 21 aussi, je rappelle, le 21 et le 28, combat anti-chlordécone, non nos lieux. Je le dis ici, je le dis tout le temps, je le dis partout. C'est à nous de nous battre pour notre santé en grand. Donc, restez fidèles. À bientôt, prochaine émission. Papa Génité, avec plaisir.
Il joue à besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas repayé tout n'est station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager.